Le destin du neveu de Rameau est un des plus étranges qui soit. On a parlé d'un véritable roman bibliographique. Aujourd'hui, le neveu de Rameau est une des œuvres les plus connues et les plus célèbres de Diderot. Mais à l'époque, c'était une œuvre pratiquement inconnue et elle n'est apparue que beaucoup plus tard, bien après sa mort, qui date de 1784. En fait, c'est une œuvre secrète, donc, dont peu de critiques avaient parlé. Le seul à en avoir parlé est son secrétaire Néjon, qui y fait une brève allusion en 1798 dans la publication des œuvres complètes. Il ne donne pas le texte, mais simplement il parle d'une œuvre originale, d'une excellente satire, et c'est à peu près tout. Mais en réalité, les copies et les manuscrits du neveu de Rameau avaient complètement disparu. Alors le premier à avoir retrouvé une copie de cette œuvre célèbre est le célèbre Goethe, qui en a donné une traduction en 1805. Le paradoxe, c'est que donc, cette œuvre n'a pas été connue en français sous sa forme originale, mais simplement à travers une traduction de la traduction. C'est-à-dire, en 1821, est apparue cette espèce de monstre littéraire qui était une retraduction en français de la traduction allemande de Goethe. Par contre, la même année, un jeune éditeur, Brière, a réussi à se procurer une copie authentique et a publié donc la première version française du neveu de Rameau, donc en 1821. Les éditions ensuite du neveu de Rameau se sont succédées avec des valeurs plus ou moins inégales. La première importante est celle d'Assisa, qui date de 1875, d'après une copie qui s'était procurée, mais qu'il avait perdue, comme la plupart des autres copies. Et surtout, la plus importante, c'est celle donnée par Tourneux en 1884, qui est allé rechercher une copie qui se trouve à la bibliothèque de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On sait qu'en effet que Diderot avait laissé tous ses manuscrits à Catherine II, qui les avait rachetés peu avant sa mort. C'est donc cette édition qui a fait longtemps autorité, jusqu'au moment où s'est produit un véritable coup de théâtre. Le hasard a voulu que un certain Montval, Georges Montval, qui était bibliothécaire de la Comédie Française, en se promenant sur les quais de la Seine, plus très exactement quai Voltaire, ait trouvé dans les boîtes des bouquinistes de la Seine un manuscrit de Diderot, un manuscrit autographe. Et ce manuscrit autographe donc était impeccablement calligraphié, et c'est ce manuscrit autographe qu'il va éditer en 1891 et qui est considéré donc comme une des meilleures éditions du neveu de Rameau. Alors ce fameux manuscrit autographe va être ensuite racheté par la Pierpont de Morgan Library, il reviendra à Paris en 1863, une fameuse exposition de la Bibliothèque nationale, et il sera réédité aussi d'abord par Jean Fabre la même année, en 1863, et en général, donc, les éditions du neveu de Rameau reprennent soit ce manuscrit autographe original, soit la copie de Leningrad déjà utilisée par Tourneux en 1884. Voilà à peu près l'histoire assez romanesque des éditions du neveu de Rameau. Il y en a d'autres qui sont encore plus compliquées, mais celle-ci est évidemment des plus séduisantes et des plus étonnantes de l'histoire de la bibliographie française. On ne s'en rend pas toujours peut-être suffisamment compte maintenant, puisqu'on a perdu un petit peu de vue le contexte historique de l'époque, mais le neveu de Rameau est avant tout un règlement de compte extrêmement dur et sévère contre les ennemis de Diderot, contre les fameuses anti-philosophes. Et donc le neveu de Rameau s'insère dans un contexte extrêmement polémique, extrêmement violent, et il apparaît avant tout comme une vengeance de Diderot, une vengeance féroce, sévère, méchante, contre ses plus terribles adversaires. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a jamais montré cette œuvre à ses amis ou à d'autres personnes, peut-être parce que justement il aurait risqué même des procès en diffamation les plus sévères. Alors évidemment, cette dimension
n'est plus très perceptible aujourd'hui. On ne se rend pas compte puisque on ne sait pas quelles sont ces personnes, ce qu'ils représentaient, ce que Diderot risquait justement en attaquant aussi directement ces personnes. Et alors, ce qu'il faut bien voir peut-être pour comprendre la portée du neveu de Rameau, c'est qu'il vient justement dans tout le contexte de la lutte de Diderot en faveur de l'encyclopédie. Bon, on sait que l'encyclopédie n'a pas été une partie de plaisir, c'est-à-dire qu'elle n'a réussi à s'imposer qu'à partir de beaucoup de difficultés, grâce au soutien plus ou moins discret de Malesherbes, de Madame de Pompadour et d'autres personnes très proches du gouvernement. Mais Diderot avait l'opposition très forte du roi et surtout celui qui faisait office de Premier ministre, à savoir Choiseul, et surtout de l'Église. L'Église qui s'est opposée férocement à l'encyclopédie et qui a été à l'origine de la plupart des cabales contre l'encyclopédie. Alors sans vouloir retracer toute l'histoire de l'encyclopédie qui sert d'arrière-fond justement à la naissance, à la genèse du neveu de Rameau, il faut se rappeler les principales étapes. C'est-à-dire que la première étape a été celle d'un succès. C'est-à-dire qu'en 1750-1751, il y a eu d'abord le prospectus de l'encyclopédie, rédigé par Diderot et d'Alembert, et le discours préliminaire d'Alembert. Les deux premiers volumes, 1750-1751, obtiennent un très grand succès. Il y a des milliers de souscripteurs, 4 à 5 000 souscripteurs. Ça devient évidemment le succès de librairie de l'époque. Mais très vite, l'Église s'inquiète, en particulier les jésuites. Les jésuites qui avaient édité un fameux dictionnaire, le dictionnaire de Trévoux, et qui voyaient avec d'un mauvais œil la naissance d'un concurrent avec le dictionnaire de l'encyclopédie. Concurrence donc purement financière et commerciale, mais aussi concurrence religieuse, parce que évidemment on sait que l'encyclopédie était faite de tas de renvois plus ou moins fielleux contre la religion, et les jésuites n'ont eu que de cesse de faire interdire l'œuvre. Alors ils ont saisi des prétextes les plus différents, en particulier la fameuse thèse de l'abbé de Prades, qui a été condamnée en Sorbonne pour impiété à plusieurs reprises. L'encyclopédie a même été condamnée aussi par le pape, et donc, disons, les difficultés surgissaient de partout. Tant et si bien que l'encyclopédie a même été condamnée, elle a été suspendue au bout de 2 ans par arrêt donc, du Conseil d'État, et Diderot a dû continuer l'œuvre tout seul. Il a réussi à reprendre, il y a eu une trêve cependant grâce au soutien de Madame de Pompadour, comme je le disais, et de Monsieur de Malesherbes, qui était le directeur de la librairie, qui a été aussi un des amis et des soutiens de Jean-Jacques Rousseau. Et donc, il a repris l'encyclopédie. Les tomes 3, 4, 5 et 6 ont été édités de 1753 à 1756. Donc, première accalmie, première trêve, mais qui ne va pas durer. Le parti clérical, l'Église, va contre-attaquer très violemment de 1756 à 1760. Ce sont justement les années qui précèdent la naissance du neveu de Rameau. Contre-attaque terrible qui fait que justement Diderot ne peut plus imprimer ses ouvrages. Il continue à le faire, mais d'une façon clandestine, avec des ouvrages qui sont plus ou moins censurés par les libraires qui sont complices du pouvoir. Diderot s'en apercevra très tard et il sera furieux. Et surtout, cette opposition va se concrétiser par des affaires qui vont ruiner la réputation de Diderot personnellement. Il y a d'abord la fameuse affaire des Caquoics. Les Caquoics, c'est le journal le plus célèbre, littéraire le plus célèbre de l'époque, c'est le Mercure de France, qui en 1757 sort un libelle sur les Caquoics, c'est-à-dire les philosophes, qui sont présentés comme des espèces de sauvages, pires que les Kanaks, pires que les Indiens du Nouveau Monde, et donc ce libelle fait rire tout le monde. Il y a aussi l'affaire de l'article Genève de l'encyclopédie. On sait que d'Alembert avait écrit pour l'encyclopédie, le tome 7 de l'encyclopédie, un article Genève où il recommandait de rétablir des théâtres à Genève.
Évidemment, c'est un petit peu inspiré par Voltaire, qui était retiré juste à côté, à Ferney. Mais alors évidemment, comme le théâtre avait très mauvaise réputation au XVIIIe siècle, en raison de la vie assez dissolue que menaient les actrices, qui étaient presque tous entretenues, certaines étaient à moitié prostituées, et donc on avait peur que ça vienne corrompre les mœurs soi-disant très pures de la ville de Genève. Alors les pasteurs protestants ont protesté, ça a fait un tollé, et Jean-Jacques Rousseau, le citoyen de Genève, s'est cru obligé de protester violemment, et il a écrit la fameuse lettre à d'Alembert sur les spectacles. Alors ça consommait d'ailleurs la rupture entre Rousseau et les philosophes qui étaient ses amis auparavant, et évidemment, donc tout le monde, toute l'Église s'est de nouveau opposée au nom de la moralité, de l'immoralité du spectacle à l'encyclopédie. Et la dernière affaire, c'est la publication du livre De l'esprit d'Helvétius, qui était un philosophe matérialiste, et évidemment, ça discréditait les philosophes en les présentant comme des athées et des matérialistes. Tout le monde savait que Helvétius était un ami de Diderot et du baron d'Holbach et des encyclopédistes. Il avait collaboré, lui aussi, à l'encyclopédie. Donc l'ouvrage est condamné officiellement, retiré de la circulation. De même, il y a une condamnation papale contre l'encyclopédie, et donc tout trouva très mal pour Diderot. Et alors le pire, c'est la fameuse comédie des philosophes. Les philosophes de Palissot qui ridiculisent sur la scène, en reprenant le thème des cacouacs, qui ridiculisent Diderot et tous ses amis en les montrant comme des individus prétentieux, faussement érudits. C'est un peu l'équivalent des précieuses ridicules de Molière établies au théâtre. Et donc Diderot a été profondément ulcéré, blessé par toutes ces attaques personnelles qui évidemment étaient orchestrées à la fois par le pouvoir, le gouvernement, Choiseul, le roi, l'entourage du roi et l'Église. Et c'est pour ça qu'il a mûri certainement cette vengeance dans les années 1760-1765. Parce que l'encyclopédie donc, va être interdite pendant 5 ans. De 1760 à 1765, elle ne paraît plus du tout. Et il faudra attendre 1765 pour que les derniers numéros paraissent, ainsi que les planches. Les dernières planches étant publiées en 1772. Donc on peut penser que c'est pendant cette accalmie relative, pendant cette période où il n'avait pas le droit de publier officiellement l'encyclopédie, que Diderot a ressassé toutes ses rancœurs et a mûri sa vengeance pour fustiger systématiquement tous ses ennemis. Mais alors évidemment, il n'a peut-être pas pu le faire directement. Le neveu de Rameau lui a servi en quelque sorte de révélateur, de prétexte, comme il dit justement, je n'estime pas ces originaux-là, mais c'est une espèce de levain qui permet justement dans la société de révéler les bons et les méchants. On ne pouvait pas mieux réaliser cette vengeance que le neveu de Rameau. Je dirais tout d'abord que la reprise du neveu de Rameau est pour moi un défi, un plaisir, puisqu'on avait pris cette décision, Gilles de Serrois et moi, il y a 2 ans maintenant, et qu'entre-temps je suis tombé malade, donc je me voyais mal, très mal. J'ai dit ça y est, c'est un projet qui tombe à l'eau, c'est à inscrire au bureau des rêves perdus. Puis non, ça s'est concrétisé, donc personnellement, c'était un défi et je suis ravi de l'avoir affronté. Alors, je suis d'autant plus ravi que c'était un retour aux sources, puisque j'ai commencé à faire du théâtre il y a exactement 40 ans, en 1963, au groupe de théâtre de Cagnes, du lycée Poincaré, sous la direction de Claude Gérard, qui était un professeur d'histoire et géographie, qui était un fondu de théâtre, et on a monté le neveu de Rameau. Et à l'époque, je faisais Diderot déjà, c'était une mise en scène classique, c'est-à-dire, enfin, c'était un dialogue entre 2 personnages en costume d'époque, je portais perruque, et mon partenaire, le neveu, était Bernard Fèvre, qui est maintenant professeur de théâtre, je crois que c'est à Nanterre, enfin à Paris. Et
c'était une aventure assez étonnante, assez extraordinaire, parce que de jeunes de 18-19 ans qui se lancent dans un texte comme celui-là, peut-être parce qu'on l'avait, je crois qu'on l'a eu au programme de la licence de français à ce moment-là, et peut-être aussi parce qu'on l'avait vu jouer 2 ou 3 ans auparavant, 2 ans auparavant je crois, ou 1 an auparavant, par Freinet et Berthaud. Enfin moi je l'avais vu au Théâtre de l'Œuvre. Et là encore, c'était une mise en scène très classique, j'allais presque dire comédie française. Et je le dis sans ironie, quand on dit comédie française, on y met de la distance. Pas du tout. C'était un superbe travail. Je crois que c'était je sais plus qui avait fait la mise en scène. Peut-être Freinet lui-même, Berthaud, je sais plus, enfin peu importe. C'était une adaptation de Jacques-Henri Duval, et c'était superbe. Mais c'était un grand numéro de cabotinage. Et quand on a 19 ans, on adore faire le cabot, et on avait joué cela comme une sorte de partie d'échecs. On avait gardé le principe de l'échiquier, où le roi était Diderot, et le fou était Rameau, et où le roi imposait lentement mais sûrement sa volonté à sa créature. C'était vraiment un travail passionnant pour nous. Et 10 ans après, alors que j'étais prof, déjà assistant de cinéma, j'ai eu l'idée de le reprendre, et je l'ai repris avec un autre enseignant qui s'appelle Alain Lito, et on l'a joué, alors là, pendant près de 10 ans, régulièrement, et cette fois, je faisais le neveu. Alors c'est une mise en scène très, très contemporaine, plateau nu, mais il y avait encore le personnage central qui était le philosophe, costume 3 pièces, très sombre, très distant, et puis une espèce d'histrion en jean, en t-shirt et en bretelles qui tournait autour. On l'a trimballé un peu partout, on a même fait une tournée en Bretagne, on l'a joué dans toutes les salles, je sais pas combien de fois on l'a joué, 50 fois, sur une dizaine d'années. C'est la première fois que je m'enseigne un texte classique, en tout cas un texte du XVIIIe siècle. C'est un peu un pari, parce que c'est pas le répertoire habituel de la mazurka, mais d'un autre côté, j'en avais envie depuis un certain temps, et ça va se poursuivre, parce qu'en 2005, je vais mettre en scène l'école des femmes de Molière. Donc, pour ce qui est des décors du neveu de Rameau, le point de départ, ça a été cette double chaise, cette conversation, parce que c'est un meuble qui rappelle déjà le XVIIIe siècle, et puis d'autre part parce que ça permet de bien mettre en avant les deux faces d'un même personnage que sont le neveu et le philosophe. À partir de là, il y a la structure circulaire de la pièce, et par conséquent, ça m'a amené à mettre cette conversation sur un plateau tournant. Alors, je voulais pas quelque chose qui rappelle trop, qui enferme trop la mise en scène dans le XVIIIe siècle. Par conséquent, je voulais pas non plus une conversation qui soit marquée par l'époque. Et la proposition de Gérard Barbonnet de faire une structure assez moderne, avec des formes assez géométriques, m'a bien plu. D'autant que ça donnait un support intéressant à la mise en place des couleurs, puisque le noir et le blanc, les traces de damier qui figurent sur ce décor sont les seules marques de référence, avec quelques mouvements, peut-être quelques déplacements dans la mise en scène, mais sinon ce sont les seules marques qui font référence au décor voulu par Diderot à l'origine, c'est-à-dire un café où on joue aux échecs. Voilà, c'est le petit clin d'œil au jeu d'échecs. Et ce noir et blanc a été relayé également par la lumière, et ça contribue à donner un caractère un petit peu expressionniste, et je crois que ce jeu entre le caché et le découvert, entre la part d'ombre et la part de lumière qu'on a sur le décor, qu'on a à travers cette référence au jeu d'échecs, à travers la lumière, on le retrouve également à travers le maquillage. Et le maquillage blanc est là pour ça, il est là pour accentuer ce trait, et puis aussi pour uniformiser les personnages. C'est-à-dire qu'on est vraiment une base commune, mais au-delà de cette base commune, il y a un maquillage qui est plutôt tenu de la part
du neveu, et un maquillage qui est plus... qui est moins, on pourrait dire, moins précis, moins dessiné, qui est plus... qui laisse quelques taches, quoi, une part un peu moins maîtrisée chez le philosophe. Et bon, c'est aussi, là encore, la complémentarité entre les deux. Et on rejoint aussi avec ça le costume, puisque je ne voulais pas des choses qui soient là non plus marquées par le XVIIIe siècle, mais des éléments, si ce n'est contemporain, en tout cas universel, disons, et forcément un peu contemporain, avec, dans l'opposition des personnages, un philosophe qui soit élégant, très élégant, et voire même un petit peu trop, c'est-à-dire un petit peu décalé, un petit peu m'as-tu vu peut-être par rapport à son rôle de philosophe, enfin une sorte de philosophe médiatique qui est un peu à la mode, dont on a plein d'exemples à la télévision. Et d'autre part, pour le neveu, je souhaitais un personnage qui ait également une élégance, mais l'élégance de la politesse, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens pour parader avec un costume de couturier comme le philosophe, mais qui ait le souci de sa mise. Et c'est pour ça que je suis tombé sur ces éléments de costume qui sont un petit peu passés, un petit peu défraîchis, mais qui en même temps, on voit que ce sont des vêtements qui ont une coupe, qui ont une allure, et qui permettent de faire un clin d'œil au chef d'orchestre, qui est un peu le fantasme du neveu. Alors comment éclairer un spectacle? Donc au départ, on voit les répétitions, on travaille avec le comédien, le metteur en scène, on discute un petit peu du texte, des idées qu'on a. Et puis en lumière, bon, c'est pas toujours évident quand on n'est pas dans le lieu de trouver tout de suite des choses qu'on a envie de faire, etc. Donc on va voir des répètes, on essaie de, par rapport à la lumière, on sait des choses, par rapport aux directions ou aux intensités, à la couleur. Si on choisit avec le metteur en scène de travailler sur une journée pleine ou pas, après, bon, moi par rapport à ça, Gilles il m'a laissé assez libre. On n'avait pas, par rapport au texte, besoin de faire quelque chose de très logique dans le temps. Donc moi je suis partie un petit peu dans le... J'ai voulu qu'on voit beaucoup les comédiens, ils étaient très maquillés en blanc, j'avais envie de les montrer très en blanc, avoir un rapport d'ombre très très forte, donc de blanc et d'ombre très fort, parce que les personnages sont très très différents l'un de l'autre. Ça marquait aussi l'ombre sur le sol, marquait d'autres personnages qu'on peut s'imaginer aussi. J'ai travaillé sur des plans aussi, par rapport au décor qui est en fond de scène. Donc sur des zones en latéral en fait, avec un éclairage latéral. Et puis j'ai forcément rajouté de la face pour qu'on les voit mieux. Et cette face-là, d'ailleurs, quand ils sont très en avant-scène, ils font des apartés avec le public. Et ils sont éclairés d'une autre façon, plus rose, presque plus attrayant pour le public, pour le spectateur, que quand ils sont en face à face, tous les deux, comme ils ne sont pas d'accord, toujours en train de se disputer, voilà. On a travaillé ensemble, on a essayé des choses aussi, parce que des fois, on pense et puis ça marche pas selon la salle, donc on a été obligé de retravailler pendant la semaine de représentation, 2-3 petites choses, des fois très légères, juste au niveau de l'intensité. Et puis après le spectacle est en cours et puis il y a toujours des petites choses comme le comédien, il y a toujours des petites choses à remodifier, c'est jamais parfait, c'est du spectacle vivant. Alors c'était un travail qui a duré plusieurs mois, avec
avec une équipe donc, de 4 personnes et 2 comédiens, Fabrice Colombero et Roger Viribabel. Fabrice, je l'avais vu jouer la première fois dans une comédie du 17e, et j'avais été vraiment très intéressé et très fasciné par son jeu. C'est pour ça que j'avais envie de travailler avec lui, et je lui ai demandé de jouer le neveu pour avoir un jeu très physique, très comédien. Et bon, l'autre personnage, il s'est imposé lui-même, puisque le point de départ de cette mise en scène, c'est Roger Viribabel qui m'a demandé si voilà, je serais éventuellement partant pour mettre en scène le neveu, sachant que lui avait envie de le jouer. Alors du coup, en tant que porteur du projet, c'est vrai qu'il y avait un certain regard sur la pièce, qu'il a mis aussi son grain de sel, si je puis dire, dans la mise en scène. Mais je crois qu'une mise en scène se fait toujours avec les acteurs, qui pour moi sont des créateurs à part entière. Alors c'est vrai que Roger, un peu en tant que porteur lui-même du projet, avait sa vision du personnage. Et je crois que ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que sa vision du personnage, qui était celle sur laquelle il était resté pour l'avoir joué, je pense qu'elle a évolué au fur et à mesure du travail qu'on a fait, et que ça a été pour lui peut-être un choc un peu violent, je ne sais pas, mais sans doute un petit peu déstabilisant, et c'est normal, je crois que sinon ça ne vaudrait pas la peine d'être fait. Et voilà, et je suis persuadé en tout cas que si les choses se poursuivent, elles vont se poursuivre en termes de diffusion du spectacle, eh bien ce sont des personnages qui vont encore mûrir. Gilles Le Serrois m'avait vu dans une pièce qui s'intitulait Fille saillante d'Isaac de Bansrade, de la compagnie Studiolo, mise en scène par Didier Doumergue. Et donc Gilles m'a rencontré à cette occasion et m'a proposé donc le rôle du neveu de Rameau. Disons que lui, il recherchait un neveu qui était assez physique, assez virulent pour interpréter le neveu, parce que déjà, d'une part, il y a vachement d'improvisation à faire dans ce spectacle, donc d'après les didascalies de Diderot. Ce que Gilles voulait, c'était faire un parallèle avec le métier de comédien. Parce que le neveu, en fait, qu'est-ce qu'il est, il est comédien. C'est quelqu'un qui fait l'imbécile pour pouvoir bouffer, quoi. Ce que fait le comédien, en gros. Même si, bon, l'imbécilité s'intelligence, je ne sais pas si on peut le dire. Hein, on peut le dire ? Oui. On peut le dire, on le dira. On le dira. Je me consolerai jamais. Depuis, j'ai pris le rabat et la calotte. De douleur? Oui, si vous le voulez. Mais pour le vrai, pour avoir mon écuelle sur la tête. Ah, j'entends la cloche qui sonne l'hiver. Adieu, monsieur le philosophe. Dans la recherche de mon personnage, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu 2 metteurs en scène. J'ai eu d'une part le metteur en scène officiel qui était Gilles Le Serrois, que je remercie encore en présence de ses caméras de m'avoir élu. Et d'autre part, j'ai eu Roger Viribabel. Donc Roger qui avait déjà interprété le rôle plusieurs années auparavant. Il a joué, je crois, 100 fois dans 2 ou 3 mises en scène différentes. Donc lui, il a un gros passé, une grosse réflexion sur le personnage, et il m'a beaucoup apporté dans cette recherche, dans cette quête du personnage. Et en fait, on a vraiment fusionné à 3 pour travailler la mise en scène, les différents personnages, la mise en place, la recherche du décor, donc cette fameuse chaise tournante, cette causeuse. J'avais l'intention de le reprendre en vidéo, d'en faire une vidéo. J'ai toujours eu ça. Et puis, je me dis, mais pourquoi on ne ferait pas une captation du spectacle? Pourquoi on ne montrait pas le spectacle? Et à ce moment-là, l'idée est venue de m'adresser à des professionnels.
C'est-à-dire que j'avais envie de jouer, et j'avais pas envie de jouer le neveu de Rameau, parce que c'est un rôle lourd, difficile, qui demande une agilité physique que je n'ai plus, voire même que je n'ai jamais eu. Donc je préférais revenir à mes amours antérieurs et faire Diderot. D'autant plus que j'ai toujours eu une grande complicité avec ce Diderot. J'avais vu en 83 Teddy Billis jouer Diderot et Michel Bouquet jouer le neveu, et c'était en tournée. Et c'était assez intéressant, mais c'était intéressant, là encore c'était en costume, et c'était intéressant à cause de la prestation de Bouquet qui est un comédien qu'on n'imaginait pas en saltimbanque, en histrion, avec des gestes, vraiment un personnage habité. Et Teddy Billis, qui était un acteur très réservé, très respectant son quant à soi, donnait une lecture très intéressante de Diderot. Mais c'était encore de l'affrontement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est vrai que c'est un texte sur l'affrontement de deux personnages, de deux conceptions de la vie, et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de jouer autre chose et d'aller voir ailleurs. Et je me suis adressé à Gilles Losseroy, d'abord parce qu'il est mon collègue en théâtre à l'université, mais encore parce qu'il est metteur en scène et qu'il a une compagnie de théâtre. Et ça me semblait passionnant de se relancer vraiment au degré zéro dans une salle et avec une mise en scène. Alors très vite, moi je lui ai proposé l'adaptation, il l'a amendé, il l'a transformé, nous l'avons ensuite vraiment travaillé à deux. Ça a été un travail très lent de préparation, et ça j'en sais gré à Gilles et à Fabrice qui faisait le neveu, c'est d'avoir eu cette patience d'aller très lentement, de faire énormément de répétitions à l'italienne, de travailler par petits morceaux. On a mis 2 mois et demi complet pour monter le neveu, donc c'est un temps très long. Et très sérieusement, c'est pas une journée ou une soirée par semaine, non, c'est 3 fois, voire 4 fois par semaine. Et puis lentement et sûrement, les idées sont arrivées, des idées de mise en scène sont arrivées. Au départ, il y avait un ring, au départ, il y avait des personnages qui s'opposaient, et puis on a eu très vite l'idée de la conversation, c'est-à-dire l'idée de ce meuble 18e où chacun est côte à côte, mais dos à dos en même temps, et jamais face à face. Et puis on s'est dit, mais ça serait intéressant si ça tournait. Alors on a fait construire par Gérard Barbonnet ce dispositif qui s'est révélé étonnant quand on est entré dedans. Et on est entré dedans peut-être 8 jours avant la première, ou la générale plutôt. Donc là, vraiment, je pense que la mise en scène a pris tout son sens. Donc en fait c'est ça, le neveu de Rameau, ce qu'il fait dans cette pièce, c'est qu'il fait la pute pour pouvoir bouffer, quoi. Et le comédien fait un métier de pute pour pouvoir vivre. Enfin, je le crois, hein. Excusez-moi à tous ceux qui se prennent la tête sur le métier là, moi je me prends pas la tête sur le métier de comédien. J'ai énormément de chance de faire ce métier et j'intellectualise pas du tout mon travail, quoi. Moi c'est vraiment un plaisir que de jouer sur scène, donc enfin, je suis pas ce qu'on appelle un théâtreux. Ça, je me refuse de l'être parce que je trouve ça con. Donc moi, quand j'arrive sur scène, je me donne à fond pour le public. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais mon intérêt, c'est de donner du plaisir au public et pas forcément à ce qu'ils se prennent la tête sur tel texte, que dit machin, que dit bidule, c'est formidable. Moi, c'est vraiment ce que je veux, c'est donner du plaisir aux gens, quoi. Et c'est pour ça que j'ai plutôt choisi les rôles comiques, quoi. Et c'est pour ça que j'ai énormément de chance dans le neveu de Rameau, c'est qu'il y a les deux facettes, il y a la facette clownesque du personnage et d'autre part la profondeur d'un mec qui est complètement perdu, complètement désœuvré, qui est encore en quête d'identité, qui a des références qui sont son oncle, donc le grand Rameau, qui a réussi et ce pauvre neveu qui aimerait bien réussir mais qui s'en donne pas les moyens parce que d'une part je pense qu'il est assez feignant et d'autre part il n'a pas envie il n'a pas envie il n'a pas envie, lui. Voilà, il n'a pas envie.
Lolli! Pergolese! Elle sourit. Elle viendra vous en éclat. Oh, le cher 11 grammes, qu'on aura longtemps appelé le grand Ramon. Et donc bientôt, on ne parlera plus. Quand elle fagota son neveu, puis la grimace. La grimace et encore la grimace. Ils donnent pas toutes les cartes pour être un grand homme comme il voulait être, quoi. Sans faquin me viendrait encenser tous les jours. Le matin, on te dirait que tu es un grand homme. Le soir, tu serais persuadé que tu es un grand homme. Et le grand homme, Raymond Van of Hume, s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait dans son oreille. Même en dormant, il aurait l'air satisfait. Sa poitrine se dilaterait, se lèverait, s'abaisserait avec aisance. Il ronflerait comme un grand homme. Le grand problème qui restait à résoudre dans l'adaptation, d'abord, mais surtout dans la mise en scène de Gilles, c'était de savoir si on jouait, comme ça avait été joué jusqu'à présent, uniquement l'affrontement de deux tempéraments et de deux personnages que rien ne rapproche, ou que peu de choses ne rapprochent, ou bien si on allait essayer de faire dériver cette forme de complicité, parce qu'il y a complicité des personnages. Et on s'est dit, alors dès le départ, ça c'est vraiment dès le départ, que les deux personnages étaient d'abord la même créature, et une créature double sortie de l'imagination de Diderot. Dès lors, Diderot devenait le metteur en scène. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite mis la table du metteur en scène. Et s'il était metteur en scène, il se mettait en scène lui-même, Diderot, en tant que philosophe, mais il mettait en scène son double, tout ce qu'il ne pouvait pas faire, tout ce qu'il rêvait sans doute de faire, c'est-à-dire le neveu, mais en même temps tout ce qui l'indisposait. Alors, on était là en pleine définition du cynisme, c'est-à-dire d'avoir à prendre en compte les autres, mais de ne pas être tributaire des autres. Et les deux personnages devenaient à la fois autonomes et à la fois deux facettes du même personnage. C'est la raison pour laquelle ils sont pratiquement habillés de la même façon et ils ont le même maquillage. Et puis ils se prennent les instruments de pouvoir, ils se dérobent mutuellement les instruments de pouvoir. L'instrument de pouvoir, c'est la canne d'abord, et puis c'est le siège. Donc on est sans cesse en train de dire, mais si l'un vient dans la salle ou s'adresse à la salle, l'autre doit y venir immédiatement et doit détourner à son avantage le texte. On est sans cesse en train comme on dit en télévision ou en cinéma, de se prendre le créneau. Devant la caméra, il y en a un qui parle, il y en a un qui vient devant et qui dit non, c'est moi qui ai raison. Bon. Et alors, le texte est philosophique. Le texte a des grands passages philosophiques, le texte a des grandes réflexions sur la nature, sur la culture, sur la société, sur l'ordre, sur le souverain, sur les femmes, sur l'amour. Enfin, il y a 25 sujets. Et c'est pas un sujet les uns après les autres, ça revient sans cesse. On parle d'amour en permanence, du début jusqu'à la fin, mais on parle aussi de pouvoir, et on parle aussi de théâtre et de pantomime, c'est-à-dire, en fait, la grande interrogation pour moi, qui suis attaché à Renoir et à Shakespeare, à savoir où commence la vie, où finit le théâtre. Tu n'es pas fait pour ce qu'on appelle la vie, ta vraie place est ici parmi nous. Est-ce que la vraie place d'un homme n'est pas au théâtre? Selon la célèbre formule de Shakespeare, le monde entier n'est qu'une scène, et les hommes n'en sont que les acteurs. Alors à partir de là, la mise en scène de Gilles et les indications de Gilles devenaient lumineuses. Le problème le plus délicat peut-être pour une mise en scène, c'est celui du moralisme qui peut paraître excessif de la part du personnage de Diderot ou encore de moi. Faut-il prendre ce moralisme
au premier degré, c'est-à-dire le prendre au sérieux comme une véritable condamnation de la moralisme du moi, ou faut-il le prendre au second degré, c'est-à-dire y voir une sorte de duplicité, d'hypocrisie, voire de bonne conscience bourgeoise, et qui pourrait même s'accompagner d'un certain degré de perversité, à la manière de Rétif la Bretonne, de Sade ou de Laclos. C'est une interprétation possible et extrêmement intéressante que semble avoir choisi Gilles Losroy et l'interprétation de Roger Viry-Babel. Cette perversité n'est probablement pas absente du texte. Elle a été soulignée apparemment par le grimage justement de l'acteur, de Roger Viry-Babel, avec un peu de rouge sous les yeux, le maquillage aussi qui donne un peu un air las et fatigué, et volontiers donc donne l'impression justement de quelqu'un qui est fatigué par certains excès. Il y a des gestes aussi dans la mise en scène qui peuvent suggérer justement cette espèce de perversité. Il y a là donc une interprétation extrêmement intéressante qu'on peut justifier par d'autres textes Diderot, qui, comme on le sait, a écrit Les bijoux indiscrets. Et en l'occurrence, donc, le texte peut être tiré très facilement dans ce sens. Alors, est-ce que tout le monde sera d'accord? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il que Le Neveu de Rameau est une œuvre extrêmement riche et ambiguë, qui est susceptible de multiples interprétations. Et je crois que ce n'est pas appauvrir le texte, c'est plutôt l'enrichir que de le tirer dans ce sens. Et encore une fois, ça reste une œuvre extrêmement énigmatique et extrêmement difficile à interpréter. Et là encore, tout ce qui peut apporter un supplément de signification ne peut être que bienvenu. Pour moi, ces deux personnages, donc on retrouve à la fois complémentarité et opposition dans le décor, dans le costume, dans le maquillage. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur leur opposition radicale et en même temps sur leur complémentarité totale. Et on le voit bien dans l'écriture, quoi. Il est manifeste qu'ils s'expriment tantôt pour eux-mêmes, tantôt de manière totalement décalée. D'ailleurs, bon, chaque personnage est complètement retourné à la fin, puisque des choses même très très précises qui sont dans la bouche de l'un arrivent à la fin dans la bouche de l'autre. Samuel Bernard, ce banquier, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or. Et Rameau, qui ne laissera rien. Rameau à qui la charité fournira la serpillière dont on l'enveloppera. C'est en vain que sans prêtre s'égosille autour de lui. Qu'il est précédé ou suivi de longues files de torches ardentes. Son âme ne marche pas à côté du maître de cérémonie. Pourrir sous du marbre, pourrir sous la terre, c'est toujours pourrir. À voir autour de son cercle les enfants bleus, les enfants rouges, pour n'avoir personne. Qu'est-ce que cela fait? Je pense que ces deux personnages, c'est vraiment Diderot qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre, ce qui fait qu'ils peuvent tenir des propos qui sont totalement contradictoires, et c'est en ça que ce texte est très moderne, c'est qu'il n'y a pas de psychologie des personnages, ce sont vraiment de purs personnages, sont des personnages de papier, sont des prétextes, et il n'y a absolument aucune once de psychologie chez ces gens-là. Et d'un certain côté, donc on est très proche du théâtre français des années 50, Ionesco, des choses comme ça. Dans ceux qui viennent voir une pièce comme ça, sont des gens qui ont été au lycée, qui ont des souvenirs d'une Neveu de Rameau étudiée, je sais plus, en seconde ou en première, etc. Et où, on montre un ou deux passages, mais où on n'entre pas forcément dans la perspective de théâtre, mais où on reste dans la philosophie des Lumières, dans la philosophie de Diderot, etc. Alors là, c'est souvent rasoir. Les profs n'y sont pour rien, mais l'obligation pédagogique rend le texte souvent rébarbatif, surtout qu'il n'est pas facile, surtout qu'il y a des imparfaits du subjonctif, il y a des formules très passéistes, il y a des formules qui sont marquées de leur époque et que nous n'avons pas voulu changer pour tout l'or du monde. La drôlerie de ce parasite et la drôlerie du cynisme du philosophe, qui peuvent être très drôles, où il y a des moments d'humour étonnants, est-ce que ça n'allait pas être noyé dans un flot disons,
disons, de bienséance de scène. Le résultat, on a tout de suite été comment dire, rassuré lors des dernières répétitions quand une journaliste est venue et puis quand Valérie est venue pour faire les éclairages. On a tout de suite été rassuré parce qu'elles ont ri, elles ont dit je pensais pas qu'on priait autant, qu'on s'amuserait autant. Et on s'est dit c'est gagné parce que ils sont tous venus, on dit on va les voir parce que c'est le prof qui joue, ou parce que c'est la soirée intello qu'il faut aller voir une fois dans son année. Non, pas du tout. Très vite ils sont entrés dans le jeu. Très vite non, parce que c'est la mise en route est assez longue, mais ils sont entrés dans le jeu à cause, faut le dire, de la mise en scène de Gilles, et de la prestation de comédien époustouflante pour moi de Fabrice. Je connaissais pas Fabrice, je l'ai découvert là la première fois, je l'avais jamais vu sur scène. J'avoue qu'au départ j'ai eu un peu de crainte parce qu'il semblait très éloigné des préoccupations du 18e. Il semblait avoir des difficultés, non pas pour se mettre le texte en bouche, mais pour se dire je suis un musicien, un saltimbanque parasite. Et puis très vite j'ai vu que c'était, et c'est pour moi un très grand compliment, que c'était un clown. Et je trouve que au théâtre, ce qu'il y a le plus difficile à faire, c'est le rôle de clown. C'est de se dire, je fais rire, je joue avec mon corps, je joue avec mes mimiques, je joue avec ma voix, et j'amène les spectateurs dans mon aire de jeu. Et ça, il l'a réussi parfaitement, y compris dans les moments qui peuvent paraître excessifs, qui peuvent paraître du cabotinage. Mais le neveu, c'est un cabot. Si vous allez dans le même sens, Diderot est un cabot. C'est quand même lui qui met les deux en scène, qui écrit et qui met en scène les deux personnages. Et puis, quand il se justifie, il y a le fameux passage où il dit je ne méprise pas les plaisirs des sens, j'aime avoir une jolie femme, j'aime à sentir sous sa main la rondeur, la fermeté de sa gorge, à puiser la volupté dans ses regards, et à en expirer entre ses bras. On a vraiment l'impression du vieux cochon qui se fait plaisir à raconter une histoire de cul. Et il est ce vieux cochon-là. Bon, alors il ne s'agissait pas de jouer Viribabel en vieux cochon, ça je le réussis parfaitement dans la vie de tous les jours. Il s'agissait de le rendre avec l'esprit du 18e et montrer qu'on était des saltimbanques. Plus que des personnages contemporains, je souhaitais évoquer une part d'universalité dans ces personnages-là. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi y voir des figures que l'on connaît. Quand on parle de la corruption des politiques, de la compromission, de la démission intellectuelle, de tas de choses, de la médiatisation, etc. On voit apparaître des figures, on voit apparaître des ministres qu'on connaît, des hommes politiques, des gens qui sont compromis dans des affaires. Bon, je pense que c'est même pas utile de citer des noms parce que on est vraiment dans un texte qui de toute façon est d'actualité. Et il n'y a pas non plus à forcer pour faire entendre des choses qui sont totalement contemporaines. J'avais un avantage sur les deux autres, le metteur en scène et Fabrice, c'est que j'avais vu trois mises en scène du neveu, autre que celle où les deux avec lesquelles j'avais déjà joué. Donc tout mon travail pour moi était de m'épargner les références et de ne pas tomber parce que j'aurais pu imiter Freinet dans le neveu ou Berthaud très facilement. Donc il fallait oublier ça et en même temps s'en servir. C'est formidable quand il y a eu. J'oublie quand j'étais lycéen, à l'époque quand on faisait le Neveu de Rameau, on écoutait un passage de la pantomime des gueux qui était dit par Denis Dinès, qui était le doyen de la Comédie Française et qu'il avait interprété, je crois, à la Comédie Française dans les années 50, par là. Bon, ça, j'étais trop gamin pour l'avoir vu, mais c'était le grand texte. Et c'était un grand texte qu'on redécouvrait, puisqu'on l'a joué sur scène après la guerre seulement. Donc, c'est excessivement moderne, c'est tonique, c'est drôle, c'est comme on dirait, roboratif. Et bon, pour moi, c'était un exercice de jouvence, et puis
au-delà du fait d'interpréter le personnage de Diderot, au-delà du fait de monter sur les planches, au-delà du fait de jouer et de le filmer, parce que reste à monter le film, et là, il y a plein d'idées qui vont naître. Je veux dire, si je peux faire passer cette idée que quand on est prof, où qu'on soit, quel que soit le rôle des uns et des autres, quand on communique, quand on a à faire passer une idée, mieux vaut être comédien. Et comédien, ça s'apprend et ça se met à l'épreuve. Voilà. Alors je crois à la vertu des professeurs saltimbanques depuis 35 ans et j'espère mourir avec cette conviction. Cela dit, je repense toujours, puisque j'ai cité Renoir une fois, à une très belle phrase dans French Cancan, dont je ne suis pas dupe, mais qui est, je crois, à la vertu sociale des illusionnistes. Je trouve ça formidable.